Une téléspectatrice de TV Liberté vient de nous raconter une anecdote que je me propose de vous rapporter. Cette charmante téléspectatrice décide d'aller faire des courses. Jusque-là, tout va bien. Elle rentre dans un magasin, jusque-là, tout va bien, et elle entend un bruit assourdissant, une musique de rap lui casse les oreilles. Là, tout ne va pas très bien. Elle va donc voir le caissier et lui dit: Monsieur le caissier, auriez-vous la gentillesse de baisser un peu le son de cette musique épouvantable? Le caissier obtempère et jusque-là, tout va bien parce que nous savons que dans beaucoup de cas, le caissier aurait envoyé au plot cette charmante téléspectatrice de TV Liberté. Mais là où ça se gâte et là où plus rien ne va, c'est que ce bon caissier se croit obligé de rajouter: oui, mais de toutes les façons, madame, maintenant c'est ça la musique. Alors la dame répond: non, c'est pas ça la musique. Et le caissier répond: oh ben ça, Gainsbourg, c'est fini. Alors la dame lui dit: mais attendez, Gainsbourg, c'est pas mon problème. Moi, ce que j'aime, c'est Mozart. Et là arrive la phrase sublime du caissier qui dit: madame, Mozart, c'est Chint. Maintenant, ce qui compte, c'est la musique métal. Et là, vraiment, tout se gâte. Parce que nous avons l'exemple type d'une jeunesse broyée, lessivée par une éducation familiale ratée, par une éducation nationale qui a tout fait pour déconstruire ce qu'il y a de plus beau, à savoir évidemment la musique classique, mais ce malheureux caissier ne saura jamais ce qu'est la musique classique, car plus personne dans la société actuelle ne s'intéresse évidemment à la grande musique. Et il me revient simplement l'envie d'imiter Cyrano de Bergerac en disant simplement: obliger les clients à écouter ce boucan, ces rappeurs déchaînés, ces rappeurs de l'horreur. Non, merci. Laissez ces rappeurs leur musique diabolique, qui n'est pas de la musique, qui n'est qu'un bruit maléfique. Non, merci. Non, merci. Et finalement, ce qui compte dans cette histoire, c'est que la musique telle qu'elle est, cette musique classique, qui était finalement la musique de Dieu, la parole de Dieu, est transformée maintenant en un rap abominable qui, à l'évidence, dans la haine, dans la violence qu'il propage, est la musique préférée du diable. C'est ainsi, il y aura, après la crise du coronavirus, beaucoup à reprendre et notamment, il faudra recultiver des générations entières massacrées par le milieu ambiant, par cette société sans culture, par une éducation nationale déconstructrice de la culture, par des familles qui se couchent devant ce qui est de l'anticulture, parce qu'il ne faut pas faire de vagues et qu'il faut laisser les enfants prospérer dans leurs fantasmes. C'est ainsi, nous avons du pain sur la planche pour l'avenir. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Le confinement n'est pas toujours très facile à supporter. Le confinement peut faire vivre ensemble des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, dans des espaces qui peuvent être réduits, avec des possibilités de sortie assez limitées, et le confinement est donc objectivement quelque chose qui n'est pas simple du tout et qui touche toute la population française actuellement. Chacun fait preuve d'intelligence, de souplesse, d'astuce, de débrouillardise et chacun arrive finalement à vivre son confinement à sa façon, de la façon, si possible, la meilleure possible. L'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, a décidé de nous aider dans notre confinement. Finalement, pourquoi pas? Ça n'est pas complètement stupide. L'éducation nationale a le droit d'avoir quelques bonnes idées et a le droit de nous donner quelques astuces pour que le confinement se passe bien.
L'éducation nationale a donc édité un petit recueil que l'on trouve sur Internet à destination notamment des parents d'enfants scolarisés. L'idée, je le répète, n'est pas complètement idiote. 50 conseils astucieux. Là où les choses se compliquent, c'est que certains conseils ne sont plus du tout astucieux. Ce sont des conseils assez aberrants. Je me cantonne sur 2 conseils. Le conseil numéro 31. Que dit le conseil numéro 31? Il dit que si un de vos enfants vient vous voir pendant le confinement et vous explique qu'il a fait son coming out, il faut surtout l'écouter, il faut surtout être conciliant et tolérant et il faut surtout lui donner un certain nombre de bons conseils pour savoir si véritablement son coming out est avéré ou non, etc., etc., etc. Ainsi, l'éducation nationale se met à l'intérieur des familles pour parler du coming out éventuel d'enfants qui peuvent être d'ailleurs extrêmement jeunes. Une fois de plus, l'éducation nationale, qui d'ailleurs ne devrait jamais s'appeler l'éducation nationale, mais l'instruction publique, car l'éducation nationale n'a jamais eu pour but d'éduquer à la place des familles. L'éducation nationale n'a que le but d'instruire très froidement un certain nombre de connaissances à ses élèves. Mais elle s'est maintenant immiscée dans la vie des familles en s'appelant éducation nationale, ce qui est une pure aberration, évidemment. Eh bien, évidemment, l'éducation nationale prend son rôle au sérieux et elle veut éduquer les coming out des enfants qui sont confinés dans leur famille. Et les parents doivent être évidemment compréhensifs. Et que doivent faire les parents? Eh bien, ils doivent conseiller ces chers enfants qui sont éventuellement dans une phase de coming out de prendre un certain nombre de contacts et de regarder un certain nombre de sites qui, comme par hasard, sont à la gloire de LGBT. Et d'ailleurs, dans ce conseil numéro 31, il est nommément dit que LGBT pouvait donner de bons conseils. Nous tombons des nues. Je prends un deuxième conseil, deux numéros plus loin, c'est le conseil numéro 33. Là, il s'agit de développer le féminisme. C'est très important. Si un père de famille dit « Sophie, peux-tu s'il te plaît mettre le couvert ?»« Non, je ne mettrai pas le couvert parce que Paul, il est un homme et je suis féministe et il y a égalité entre les hommes et les femmes, donc Paul n'a qu'à mettre le couvert. » Ben oui, mais Paul, ce matin, il a tondu la pelouse. Oui, mais je suis féministe et donc il y a égalité entre les hommes et les femmes et comme je suis féministe, je ne mettrai pas le couvert et Paul n'a qu'à mettre le couvert. Et quand la machine a répété 45 fois cette formule stupide, les parents n'ont qu'une envie, c'est de prendre un bon de sortie et de sortir pendant 1 heure se promener. Voilà les conseils que peut donner l'éducation nationale à nos enfants ou aux parents d'ailleurs, dans le cadre du confinement. Tout cela est bien triste. Blanquer joue son rôle habituel, l'homme au beau costume, adulé par les Républicains et la République en marche, considéré comme le plus grand ministre de l'éducation nationale que la Terre ait jamais porté, Blanquer continue à avancer masqué et il signe un recueil de 50 conseils dont certains sont pour le moins contestables. D'ailleurs, Blanquer n'en manque pas une. Il y a quelques jours, ce cher Blanquer a simplement indiqué que le bac serait par contrôle continu, pourquoi pas, mais qu'en seraient exclus les établissements hors contrat. Et mon Blanquer, et l'égalité entre les établissements hors contrat font partie aussi du paysage français, ils sont acceptés par la législation française. Tu fais quoi de l'égalité, mon grand Blanquer? Alors là, l'erreur était tellement grosse que quelques heures plus tard, Blanquer est allé à Canossa, a revêtu sa robe de bure, s'est frappé la poitrine et a dit non, même dans les établissements hors contrat, il y aura contrôle continu pour le bac. Nous respirons car la liberté, l'égalité et la fraternité à la mode Blanquer posent vraiment problème. Et je vous dis à demain si vous le voulez bien.
la Grèce, pays d'exception, qui a donné naissance à Aristote, cet immense philosophe. La Grèce, pays extraordinaire, qui a donné naissance à Alexandre le Grand, qui a su tailler un empire immense. La Grèce, qui a su envoyer en 480 avant Jésus-Christ 7000 soldats grecs pour arrêter les 70 000 soldats de l'empire perse qui voulaient envahir la Grèce. Ce fut la célèbre victoire des Thermopyles. Aujourd'hui, la Grèce est beaucoup plus petite. La Grèce est un petit pays de 10 millions d'habitants, adossé du côté d'Est à un mastodonte, le pays musulman d'Erdogan, le sultan turc. La Turquie est effectivement, par rapport à la Grèce, quelque chose de considérable qui pèse à la frontière d'un poids très important. Les relations entre les deux pays ont été souvent très conflictuelles dans le passé et malheureusement très souvent sanglantes. Or, que s'est-il passé il y a quelques semaines? Erdogan a décidé de déstabiliser l'Europe en envoyant, je le cite, des millions d'émigrés clandestins vers l'Union européenne pour déstabiliser l'Union. Évidemment, ces émigrés clandestins passant par la Grèce, cela aurait totalement déséquilibré et déstructuré la petite Grèce de 10 millions d'habitants. Les Grecs, dans un sursaut tout à fait extraordinaire, ont dit non, ils ne passeront pas. Et avec des bouts de ficelle, avec des bouts de bois, avec des parpaings, avec une chaîne humaine tout à fait étonnante, avec des civils allant épauler une armée un peu squelettique, une gendarmerie et une police un peu squelettique, la Grèce a réussi à stopper ce flux migratoire envoyé comme une bombe par le sultan Erdogan. La Grèce, évidemment, avait demandé de l'aide à l'Union européenne, puisqu'il s'agissait tout de même pour la Grèce de protéger l'Union européenne d'une invasion migratoire. Il est évident, et ça n'étonnera personne, que l'Union européenne n'a pas bougé. Ce mastodonte totalement passéiste, totalement inactif, qui ne sait plus où il habite, qui ne sait plus que penser et qui ne sait plus que faire, est en train de sortir de l'histoire par la grande porte. Il ne fallait pas attendre beaucoup de l'Union européenne pour aider la Grèce. Et donc, au bout de quelques semaines, les émigrés clandestins ont fait demi-tour car ils ne pouvaient pas passer et sont retournés en Turquie. La morale de cette histoire est extrêmement simple. Un tout petit pays peut s'opposer à un très gros pays qui lui est adossé. Et il suffit simplement pour cela d'avoir la volonté inébranlable de le faire, et à ce moment-là, la victoire est possible. Finalement, l'histoire se répète, David a toujours pu combattre Goliath. L'histoire récente de la Grèce par rapport à la Turquie vient de le montrer avec éclat. Et je vous dis à demain si vous le voulez bien. Emmanuel Macron, l'empereur de toutes les Frances, nous a expliqué il y a un peu plus de 3 semaines que nous étions en guerre. Il l'a répété un nombre incalculable de fois, c'était manifestement un élément de langage qu'il voulait nous faire passer, et la pédagogie étant l'art de la répétition, nous avons accepté qu'il soit aussi répétitif ce soir-là, car nous avons du mal à comprendre ce que dit le président Macron, ce que dit l'empereur Macron, et la répétition est une bonne chose pour nos petits esprits et nos petits cerveaux si faibles. Cela dit, un état de guerre implique qu'il y ait des forces de l'ordre qui soient donc mobilisées pour faire valoir cet état de guerre. Et donc, dans le cadre du confinement, l'empereur Macron a décidé qu'il fallait traquer tous ceux qui ne jouaient pas le jeu du confinement. Jusqu'ici, tout va bien, nous pouvons le comprendre. Là où les choses se dégradent sérieusement, c'est que les Français aujourd'hui ne comprennent pas le 2 poids 2 mesures. Je m'explique. Nous voyons encore aujourd'hui des vidéos ou des photos dans des endroits surpeuplés qui sont des centres urbains, qui sont des faubourgs, qui sont des banlieues difficiles, et nous voyons que là, le confinement n'est pas du tout respecté et qu'il n'y a aucun gendarme ou policier pour le faire respecter.
Ce qui est tout de même un peu bizarre. En état de guerre, tout le monde doit jouer le jeu. Et que se passera-t-il lorsque l'on sortira du confinement si, dans ces endroits surpeuplés, le confinement n'a pas été respecté? Il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour savoir qu'à ce moment-là, le coronavirus repartira de plus belle. À l'inverse, dans des endroits extrêmement calmes, dans des petits villages ou des petites villes, nous voyons là des policiers et des gendarmes patrouiller avec importance et patrouiller dans des endroits absolument vides de toute population. Et là, les Français se disent pourquoi? Je voudrais citer un seul exemple, une charmante petite cité balnéaire de la Bretagne Sud, qui manifestement est très peu peuplée jusqu'en été, puisque une station balnéaire vit surtout évidemment durant les mois de juillet et d'août. Eh bien, dans cette petite station balnéaire, l'on m'a raconté que, d'une part, des gendarmes à moto patrouillaient régulièrement dans des rues vides, des gendarmes en voiture patrouillaient régulièrement dans des rues vides, qu'un drone était utilisé pour traquer éventuellement la personne qui sortirait de chez elle, et tout cela se passe dans des rues vides, qu'il y a même eu un hélicoptère qui a surgi d'on ne sait où parce qu'une famille avait simplement décidé de s'approcher un peu trop près de la mer, et c'est vrai que cette famille, si elle était contaminée au coronavirus, aurait pu passer éventuellement le coronavirus aux mouettes. L'hélicoptère s'est approché très près de la famille qui sentait d'ailleurs le vent des pales de l'hélicoptère, donc l'hélicoptère était extrêmement proche d'eux, et un gendarme a montré du doigt le fait qu'il devait dégager de cet endroit. Et cerise sur le gâteau, dans cette charmante petite station balnéaire qui ouvre sur la mer, nous voyons, paraît-il maintenant, patrouiller un navire de la gendarmerie ou de la marine nationale, les gens du pays ne savent pas très bien car il n'est pas tout près, avec des radars pour traquer les bateaux inexistants qui pourraient éventuellement exister alors que l'océan est désespérément vide en ce moment. La morale de cette histoire est simple, oui au confinement, peut-être est-ce le prix à payer. Oui au contrôle des forces de l'ordre, c'est peut-être le prix à payer, mais peut-être que l'empereur Macron devrait donner des ordres pour que dans les endroits surpeuplés, les contrôles soient faits et que les gendarmes et les policiers soient présents, et que dans les endroits très calmes où il ne se passe rien, les gendarmes et les policiers vaquent à d'autres occupations qu'à ces occupations totalement inutiles. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Le milliard de chrétiens du monde entier s'apprête à fêter aujourd'hui, demain et après-demain la montée vers Pâques avec la passion du Christ, sa mort et sa résurrection dimanche prochain. Je voudrais revenir sur un événement qui a eu lieu l'année dernière et qui a tant marqué le monde entier, notamment le monde chrétien et plus particulièrement évidemment le monde catholique et chrétien français, ce fut le dramatique incendie de la cathédrale de Paris pendant la Semaine Sainte de l'année dernière. Ainsi, pendant la semaine la plus importante de l'année liturgique en France, le magnifique bâtiment, le sublime bâtiment, la cathédrale de Paris, qui a 1000 ans d'histoire, qui est chargé historiquement et religieusement de tant de choses, ce bâtiment prenait feu dans des conditions inexplicables et à ce jour inexpliquées, et était donc désormais fermé au public. La fête de Pâques l'année dernière n'aurait pas lieu dans la cathédrale de Paris, centre évidemment de la France sur le plan religieux. Un an plus tard, les catholiques français ont à nouveau un problème extrêmement important, et cette fois-ci sur tout le territoire, c'est que le confinement actuel ne permet pas des messes, il ne permet pas des célébrations, ne permet pas des cérémonies du vendredi saint, du samedi
et du dimanche de Pâques dans des conditions normales, c'est-à-dire dans des conditions publiques, dans des églises remplies. Il n'y a plus qu'Internet, hélas, c'est déjà quelque chose, mais évidemment cela n'a strictement rien à voir avec le contact direct d'une foule dans des églises qui célèbrent la fête de Pâques, qui, comme je le disais tout à l'heure, est le sommet de la vie chrétienne. Nous espérons simplement que l'année prochaine, la Semaine Sainte, pour le monde catholique et pour le monde chrétien en général, n'aura pas les mêmes caractéristiques que cette année et que la vie aura repris un cours normal. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une excellente fête de Pâques.